Lopez Mao, vous êtes le rédacteur en chef de Uzbek et Erika, vous êtes aussi un des cofondateurs, et on a traité dans une émission précédente de l'histoire de ce journal, de votre propre histoire, comment vous avez rencontré ce projet et comment ce projet s'est développé de manière très originale, aussi bien en termes de contenu que de business model, que de forme. J'aimerais traiter avec vous un de vos sujets phares qui nous intéresse beaucoup. C'est la thématique de la Silicon Valley, de San Francisco. C'est d'ailleurs la ville de San Francisco qu'on a pris comme image pour illustrer notre institut. Donc, et nous revenons d'un tour du monde des écosystèmes innovants de la planète, où nous avons vu les points chauds, les points les plus dynamiques de la planète. Et on a aussi, dans ce cadre, mieux compris à quel point la Silicon Valley, San Francisco, est un point tout à fait particulier, unique au monde. Donc je serais ravi d'en discuter avec vous. Et la première question, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'est vraiment à un endroit si intéressant et pourquoi? C'est effectivement, c'est là que ça se passe, comme on dit. Aujourd'hui, la Silicon Valley, en particulier San Francisco, Palo Alto aussi, plus précisément. Mais c'est là que ça se passe, on va dire. Aujourd'hui, il y a une attraction incroyable, en fait, de la Silicon Valley, de start-upers, de créateurs d'entreprises, mais aussi de chercheurs qui viennent là-bas comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi la société numérique est façonnée par la Silicon Valley. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment des moyens colossaux dans les grandes entreprises, dans les grandes universités de la région, qui sont en lien direct avec les entreprises, ce qui facilite aussi la mise en œuvre des projets les plus... Les chiffres sont explicites, c'est-à-dire que 50% du venture capital de tous les États-Unis se fait dans 1 km² à Palo Alto. Ouais. Ce qui ne va pas sans poser quelques soucis d'ordre social et avec l'ancrage des habitants historiques, bien sûr. Mais ce qui moi, m'intéresse le plus, on va dire, d'un point de vue journalistique, c'est l'esprit de la Silicon Valley. Il y a un esprit de la Silicon Valley, il y a une histoire, celle d'une contre-culture historique, qui explique aussi l'esprit libertaire de la Silicon Valley, et même libertarien, puisque beaucoup d'entrepreneurs se revendiquent aussi d'être des libertariens en termes sociétaux. Alors justement, ça c'est un très bon thème, je partage avec vous cette analyse et à quel point la culture de la Silicon Valley est unique au monde. Alors déjà avec un aspect particulier qu'on retrouve dans peu de cultures, qui est ce culte du futur, alors que la plupart des cultures traditionnelles ont un culte du passé, ou alors on a des civilisations qui ont un culte du présent. Mais finalement, il y a assez peu d'endroits sur la planète où il y a ce culte du futur, c'est très particulier. Comment vous racontez cette histoire et comment vous lisez ce culte du futur qui touche directement votre journal, d'ailleurs? Ce qui est aujourd'hui le plus impressionnant, c'est la foi, effectivement, dans une forme de solutionnisme technologique chez beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley, pas que des GAFA, même des plus jeunes start-upers. Cette idée que la technologie porte en elle des solutions à tous nos problèmes. Jusqu'à la fin dans le monde, jusqu'au conflit israélo-palestinien, il y a forcément la possibilité de trouver une solution. Elle est là, en germe, on ne l'a pas encore trouvée, jusqu'à la mort, et au transhumanisme, repousser les limites de la mort. Le slogan « Tuer la mort ». Tuer la mort de la mort. Et pour donner un exemple très concret, dans notre nouveau numéro, qui sort donc numéro de janvier 2017. C'est pas celui-là, alors. C'est celui-là. C'est celui-là. Alors on a une chance extraordinaire, on l'a avant tout le monde. Avec un jour d'avance, il sort demain. Donc vous n'avez pas le droit de le regarder. Mais... Et on fait le portrait donc de Philippe Rosedale. Philippe Rosedale, c'est un journaliste qu'il a rencontré à San Francisco. C'est le créateur de Second Life. Second Life, c'est cette plateforme au début des années 2000, 2003, je crois. Qui proposait donc une immersion virtuelle, un univers entièrement virtuel qui permettait de recréer des entreprises, de tisser du lien. C'était une sorte de monde dans le monde. Oui, un monde virtuel dans lequel certains Américains, enfin certaines personnes dans le monde,
y compris d'ailleurs des Asiatiques, passaient plus de temps que dans le monde réel. Tout à fait. Ou même des entreprises de la vie réelle s'immergeaient et créaient leurs antennes dans Second Life. Il y avait eu vraiment un effet de mode, ça a duré 2-3 ans. C'est un peu retombé ensuite parce que technologiquement, la performance, on va dire, le graphique n'était pas au niveau de la promesse. En fait, Rosedale donc, est un type qui a la suite dans les idées. Là, il revient en fait avec un nouveau projet qu'il a appelé High Fidelity, et où avec les progrès maintenant de la réalité virtuelle, il a recréé un nouvel univers qui s'inspire de Second Life. Et Rosedale est un type fascinant qui incarne la Silicon Valley. Rosedale est convaincu que la Terre dans le futur sera un musée, que notre planète est déjà un musée en fait, et qu'on passera notre temps dans cet univers augmenté, dans cette réalité virtuelle. Et au final, il y aura quelques échanges humains, quelques contacts physiques qui seront encore dans le monde réel, mais qu'on sera, pour lui, c'est le sens de l'histoire. Et il y a cette espèce de fatalisme un peu... ça va se passer comme ça, qui est fascinant en fait chez les entrepreneurs de la Silicon Valley, parce que ça soulève plein de questions, ça soulève plein de besoins de réflexion éthique, d'esprit critique aussi. Je pense qu'on manque cruellement de distance critique sur ces sujets-là, notamment sur cette approche solutionniste. On commence à voir émerger des penseurs, je pense à Yevgeny Morozov, même Éric Sadin sur une ligne plus radicale en France, qui sont des penseurs de la technocritique, on va dire, de la famille technocritique, technosceptique, et qui commencent à se pencher sur le phénomène Silicon Valley, sur l'idéologie Silicon Valley, et en quoi elle est en train de changer le monde à une très grande vitesse. Oui, on a au sein de l'université créé pour la première fois en Europe une chaire, ou dans le monde, une chaire sur le transhumanisme. Alors, d'ailleurs, ce mot est très fort, parce qu'en fait, c'est une humanité après l'humanité. Alors, avec différentes options possibles. Vous évoquiez le fait qu'effectivement, il y a tellement d'options possibles qu'il est possible qu'un certain nombre de ces options se réalisent en parallèle, et qu'à ce moment-là, ça casse l'unité humaine, parce qu'on aurait affaire à ce moment-là à des espèces ou à des ensembles humains tellement différents les uns des autres qui ne constitueraient plus une humanité. C'est le scénario auquel croit l'ancien rédacteur en chef de Wired, Kevin Kelly, qui dans une interview explique qu'effectivement, on va être confronté à une humanité qui va avoir différentes sortes d'accommodements avec l'augmentation technologique ou avec les choix bioéthiques. Par exemple, certains humains pourraient avoir recours à l'eugénisme, mais refuser toute augmentation corporelle. D'autres vont avoir un œil bionique, des nanorobots dans le sang, mais ne feront pas d'eugénisme. Et donc, lui, il pose la question de l'unicité de l'espèce humaine. Est-ce que dans 500, 600 ans, 1000 ans peut-être, l'humanité sera encore une seule et entière, parce qu'elle a cette unicité du corps humain? D'après lui, non, ça va exploser en famille. Il appelle ça le scénario Amish, où finalement, comme les Amish au XVIIe siècle, on pourrait se retrouver avec des catégories d'humains qui renoncent à certaines avancées. Qui disent là c'est stop, pour moi c'est stop, je prends ça mais je prends pas ça. Et d'autres vont prendre autre chose et renoncer à autre chose. Et on pourrait se retrouver avec une cohabitation de familles humaines différentes, différentes dans leur morphologie, différentes dans leur configuration cérébrale. Et là, les scénarios sont effectivement ouverts. Est-ce que ça peut bien se passer? Est-ce que ça peut mal se passer? Est-ce que ça implique de partir sur d'autres planètes, ce qui est aussi dans l'esprit de certaines personnes dans la Silicon Valley, d'être des pionniers? De quitter cette terre et ses pesanteurs pour aller tester ailleurs quelque chose, un meilleur univers. Oui, ça pourrait amener une sorte d'expansion, de développement considérable d'inégalité. Au niveau éthique, ça peut poser des problèmes avec des humanités à différentes vitesses. Voilà. De manière très concrète, tout ça semble de la science-fiction. En fait, les Chinois viennent de lancer un grand programme d'amélioration du génome en considérant que on peut améliorer les capacités cérébrales de 30% à partir de la génétique, et donc ils souhaitent que leur pays et leurs habitants, les Chinois, deviennent beaucoup plus intelligents que les autres, et ça pose des questions... Ça va très vite et c'est pas précédé d'une longue réflexion éthique ou de la création d'un comité qui mêlerait des chercheurs, des entrepreneurs, des médecins. On n'est pas dans cette démarche-là qui est très européenne, qui est très française, de créer un comité d'éthique pour réfléchir à un problème. Nous, on a cette culture-là du rapport préliminaire avant une prise de décision.
Là-bas, on n'est pas sur le principe de précaution, on lance des programmes avec d'énormes moyens financiers entre labos de recherche, universités, entreprises, et ça va très vite. Et effectivement, il y a ce programme-là, il y a un programme de clonage des animaux qui est aussi en cours, qui ne pourrait absolument pas voir le jour en France. Ça soulèverait des questions sociétales absolument vertigineuses. Donc là, on se retrouve vraiment mis au défi par le fait, en fait, par l'expérimentation d'une adaptation. Moi, je pense que il faut très vite qu'on s'empare de ces questions-là. En fait, je pense qu'il y a un grand... C'est pour ça qu'on fait ce journal, c'est pour ça qu'on fait Uzbek Erika. Il y a un déficit de connaissances sur ces thématiques-là. Il ne faut pas croire que le transhumanisme est une question lointaine de science-fiction, une question subsidiaire. Le transhumanisme devrait être sur la table des politiques aujourd'hui. On est en pleine campagne présidentielle. C'est une thématique qui, en fait, engage notre avenir. Parce qu'elle pose des questions sur notre rapport à la technique, à notre éducation. Qu'est-ce que c'est encore que l'humanisme? Qu'est-ce que c'est que l'humanité à l'heure du transhumanisme? Alors, peut-être donner un exemple de votre manière de travailler dans la Silicon Valley. Vous envoyez quelqu'un, vous avez un correspondant permanent, comment ça se passe? Uzbek Erika a une rédaction assez réduite. On travaille avec beaucoup de journalistes pigistes, effectivement, qui collaborent aussi à d'autres journaux et qu'on sollicite. Là, en l'occurrence, on a eu un de nos journalistes qui est parti un mois dans la Silicon Valley pour un projet de livre qui sortira l'année prochaine. Et il en a profité pour nous faire le portrait donc, de Philip Rosedale et d'autres articles apparaître sur notre site dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc on travaille effectivement avec des journalistes envoyés sur place, ou qui sont sur place à ce moment-là. Uzbek Erika, c'est vraiment c'est une manière éditoriale d'explorer le futur. Souvent, le futur, il est exploré de manière, on va dire, scientifique, prospective, avec la technique des scénarios, ou alors il est travaillé par des chercheurs. Nous, on l'aborde de manière journalistique. On s'oblige en fait à interroger des gens, à faire des rencontres, à aller sur place. C'est pas un objet lointain. Voilà. On ne veut pas que ce soit un objet lointain. Ça nous arrive de parler du monde en 2400. Par exemple, on avait travaillé sur la démographie à l'échelle de 3 siècles, mais depuis aujourd'hui, toujours. Donc on interroge les chercheurs, on va sur le terrain et on fait du journalisme sur le futur. Très très bien, mais merci beaucoup. Et dans la 3e émission, nous allons explorer un peu plus en détail un autre sujet. À tout de suite. À tout de suite.